Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on retrouvera Laura Roba, analyste medtech chez Degroof Petercam. L'entretien est lui consacré à Pascal Prigent, directeur général de Genfit. Le journal des biotech, c'est parti. Et on retrouve pour notre point d'actualité Laura Roba, analyste medtech chez Degroof Petercam. Bonjour Laura. Bonjour Laurent. Alors, on voulait commencer par parler d'Argenix. On en avait parlé avec Frédéric Gomez sur ce même plateau. Belle réussite, cette biotech. L'occasion peut-être avec vous, Laura, de refaire le point sur ce qu'ils font. On sait qu'ils sont spécialisés dans les maladies auto-immunes. Et puis, commenter peut-être ce revers sur un essai clinique récent avec une sanction boursière à la clé. Peut-être pas si grave. Enfin, ça, vous allez nous le dire. Oui, donc Argenix, c'est une biotech belge qui développe des anticorps thérapeutiques pour soigner les maladies auto-immunes rares. Et donc leur actif principal, c'est l'efgartigimod, qui est commercialisé sous le nom de Vyvgart. Oui. Et donc c'est en fait un fragment d'anticorps qui va permettre la dégradation des auto-anticorps malicieux, si on veut, qui causent les maladies auto-immunes. Alors, l'objectif d'Argenix, c'est d'adresser 15 indications avec l'efgartigimod. 15 indications. En fait, on appelle ça un pipeline dans un produit. Oui. Monoproduit, mais plusieurs indications. Mais plusieurs indications, exactement. Et donc, aujourd'hui, le Vyvgart est commercialisé pour le traitement de la myasthénie grave généralisée. Oui. C'est une maladie musculaire qui induit une faiblesse musculaire et qui donc est particulièrement grave si elle touche les muscles respiratoires, par exemple. D'accord. Alors, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que Argenix a annoncé l'échec d'une étude clinique de phase 3 qui investiguait l'utilisation du Vyvgart pour le traitement d'une maladie du sang qu'on appelle la PTI. La PTI, c'est ça. Voilà, donc c'est en fait le système... Une de ces 15 indications, c'est ça? C'est exactement ça, oui. Alors, niveau safety, c'était OK. Oui. Niveau efficacité, par contre, le médicament n'avait pas des meilleurs résultats que le placebo. Ne semble guère mieux fonctionner qu'un placebo. Voilà. C'est ça, un peu délicat. Oui. Alors, c'était une surprise parce que Argenix avait publié des bons résultats lors d'une étude précédente avec une autre formulation, mais ils sont en train d'analyser la data pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Alors, il faut relativiser parce que, comme vous l'avez dit, c'est seulement une des 15 indications qu'Argenix vise. Et deuxièmement, cet échec n'impacte en rien les autres indications qui sont investiguées par Argenix. Qui sont toujours en cours. Est-ce qu'il y a des catalyseurs à court terme sur la valeur? Il y a aussi peut-être des prochains résultats qui doivent tomber, Laura? Oui, donc le prochain gros résultat, c'est la publication des résultats d'une étude de phase 3 également, qui investigue l'utilisation du Vyvgart dans une maladie de la peau, le pemphigus vulgaire. Et ces résultats sont attendus d'ici la fin de cette année. Ah, donc des résultats qui vont tomber fin de cette année. Et vous vouliez mettre aussi justement Argenix en relation avec UCB. Expliquez-nous pourquoi. Effectivement, donc UCB, Biopharma belge également. Ouais. Qui a annoncé hier l'approbation par la Commission européenne de son médicament Zilucoplan, qui est aussi un médicament qui vise le traitement de la myasthénie grave, donc qui est en concurrence directe avec le Vyvgart d'Argenix. Alors UCB a 2 médicaments maintenant sur le marché qui visent cette indication. Et un point important, c'est que le Zilucoplan, il permet une auto-administration par voie sous-cutanée par le patient. Donc c'est simple, ça offre un certain confort et donc il se différencie de son concurrent Argenix. Alors là, je pourrais me dire, du coup, autre coup dur pour Argenix, si un concurrent obtient une autorisation de mise sur le marché sur un traitement, comment vous analysez la situation ? Effectivement, alors après, les données cliniques du Vyvgart sont parfois meilleures que celles des produits du CB. Donc il y a un peu de nuance là-dessus également. Et Argenix travaille également sur une version qui permettra l'auto-administration par les patients. Ok, et Argenix, on est où justement du développement dans cette indication-là? Ils ont combien de temps de retard? C'est évaluable, on sait à peu près? Alors, on devrait avoir des nouvelles là-dessus début 2024. Bon, en tout cas, beaucoup de résultats à attendre. Et ce point sur Argenix, vraiment belle biotech belge, dossier à regarder pour tous les amoureux du secteur. On voulait parler aussi, Laura, cette semaine, de l'augmentation de capital d'Acticor Biotech. Acticor qui est qui développe un candidat médicament contre l'AVC. Il y a eu une bonne nouvelle, c'est le fin de recrutement des patients pour l'étude de phase 2-3 ActiSafe, et quand même cette augmentation de capital avec une force des cotes et qui a là aussi pesé sur le titre. Effectivement, donc ils ont levé 2,7 millions la semaine dernière. Et c'est pas beaucoup, on peut le dire. Non, à un prix de 3 € par action, ce qui représente une décote de 19% par rapport au cours
jour de vendredi passé. Et avec ce nouveau financement, ils vont donc financer la fin de leur étude ActiSafe, dont les résultats sont attendus au deuxième trimestre de l'année prochaine. Et ces fonds leur apportent une visibilité financière jusqu'au mai 2024, ce qui veut dire qu'au premier trimestre de l'année prochaine, on peut s'attendre à ce qu'ils doivent venir se refinancer sur le marché ou commencer à chercher des partenariats, éventuellement des opportunités de fusion-acquisition. Voilà. Et puis voilà, on espère qu'on aura les résultats entre-temps. Et je pense que voilà, Acticor mise sur des résultats pour négocier ce refinancement. Au mieux, peut-être que Gilles Avenard viendra sur le plateau pour nous en parler. Enfin, en ce mois de décembre, on avait envie, de faire un peu notre calendrier de l'avant, ou en tout cas de faire des rétrospectives. Qu'est-ce qu'on retient de cette année 2023 dans le secteur de la biotech européen et peut-être aussi quelques pistes déjà de réflexion sur ce qui nous attend en 2024. Je pense que c'est une année qui a été encore compliquée, avec des biotech, des medtech qui ont dû se refinancer dans des conditions de marché qui étaient difficiles. Oui. Côté IPO, c'est un marché qui restait gelé, qui restait impacté par les conditions, l'environnement macroéconomique, l'environnement géopolitique, la hausse des taux d'intérêt. Et quand on a vu des IPO, c'était des entreprises qui étaient à un stade beaucoup plus avancé, avec déjà une certaine... On n'arrive plus avec un début d'étude de phase 2 sur le marché, hein. Ça marche plus, ça. C'est ça, ça contraste avec ce qu'on a vu en 2021. Par contre, on a vu une augmentation des fusions-acquisitions, avec plusieurs fusions-acquisitions à plusieurs milliards de dollars. Il y a deux facteurs qui expliquent cela. Le premier, c'est que la valorisation des biotech a baissé suite à l'augmentation des taux d'intérêt. Et le deuxième, c'est qu'il y a plusieurs big pharma qui ont des gros montants de trésorerie et qui sont toujours à la recherche de nouveaux médicaments pour renouveler leur pipeline et pour parer à l'expiration des brevets de leurs médicaments existants. Ensuite, je pense qu'il y a deux aires thérapeutiques qui ont bénéficié d'un certain regain d'intérêt. La maladie d'Alzheimer, avec les bons résultats d'Eli Lilly. Une première, parce qu'on n'a rien pour le moment. Et on a vu, c'est un champ de ruine, Alzheimer. Enfin, jusqu'à ces résultats, on n'avait rien vraiment de disponible. Exactement. Oui. Et le deuxième, c'est l'obésité. Forcément, on en entend parler tout le temps. C'est devenu un sujet presque généraliste, Laura. Ozempic est devenu un nom aussi connu qu'une marque, je ne sais pas, de sport ou de bien-être, ce qui est même peut-être un peu inquiétant d'ailleurs. Tout à fait. Et Novo Nordisk et Eli Lilly dominent le marché, mais on a des nouveaux entrants, comme Roche, qui hier a annoncé l'acquisition de Carmo Therapeutics pour 3 milliards. Donc c'est un marché qui a un gros potentiel, parce que l'obésité est associée à tout un tas de comorbidités. Des comorbidités directes comme l'AVC cardiovasculaire, mais aussi parfois plus indirectes comme l'apnée du sommeil. Ou au-delà du secteur de la santé, ces médicaments vont avoir aussi un impact sur des secteurs comme la nourriture, etc. Oui. Alors la question qui reste centrale, c'est la question des coûts et du remboursement. Parce que dans quelle mesure est-ce que ces patients vont bénéficier d'une couverture pour ce médicament ? Voilà. Bon, sujet central, en tout cas le boom des médicaments anti-obésité avec effectivement ce succès, ces opérations. Qu'est-ce qu'on se dit pour 2024 ? Est-ce qu'on peut espérer que la machine redémarre peut-être sur les introductions, sur des conditions de financement qui seraient plus simples ? Ou est-ce qu'on va rester, selon vous, au moins peut-être sur le premier semestre, sur un environnement de marché relativement similaire finalement ? Je pense qu'au niveau des fusions-acquisitions, la tendance va se poursuivre. Au niveau des introductions en bourse, ça va dépendre un peu du sentiment des investisseurs vis-à-vis du marché, qui lui est dépendant de l'environnement macroéconomique, géopolitique et des taux d'intérêt. Donc encore assez incertain. Encore un petit peu d'incertitude. Voilà en tout cas le point complet sur l'actualité récente avec ce suivi d'Argenix et puis cette petite rétrospective 2023. Merci beaucoup Laura. Merci Laurent. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Pascal Prigent, directeur général de Genfit. Bonjour Pascal. Bonjour. Bon, il s'en passe Pascal sur cette fin d'année riche pour Genfit. La semaine dernière, Ipsen a annoncé que les demandes de dépôt de dossiers d'autorisation de mise sur le marché pour Elafibranor dans la PBC, elles avaient été acceptées à la fois par la FDA, l'autorité de santé américaine, l'EMA, l'autorité de santé européenne et les autorités réglementaires du Royaume-Uni. C'est carton plein, j'ai envie de dire. À quoi il faut s'attendre concrètement dans les semaines, mois qui viennent maintenant ? Ce que ça veut dire d'abord, c'est qu'on peut espérer, dès le deuxième semestre de l'année prochaine, avoir des lancements d'Elafibranor
en Europe et puis au Royaume-Uni. Et puis en ce qui concerne les États-Unis, c'est la bonne nouvelle dans la bonne nouvelle, parce que ce n'est pas seulement qu'ils ont accepté le dépôt, c'est qu'ils ont également donné une priority review. Et la priority review, ça veut dire qu'on peut espérer lancer Elafibra Nord aux États-Unis dès la fin du premier semestre, puisque l'action date est le 10 juin 2024. C'est ça. Donc, très bonne nouvelle pour Ipsen, très bonne nouvelle pour nous également, puisqu'on est déjà éligible à un premier paiement d'étape avec le filing, et avec ces lancements et la commercialisation l'année prochaine, ces d'autres paiements d'étape, en tout, on peut espérer jusqu'à 89 millions d'euros d'ici la fin 2024. Donc très bonne nouvelle. Et en plus, ça veut dire des ventes dès l'année prochaine. Qui dit vente dit royalty, qui viennent s'ajouter encore aux 89 millions de milestones. Juste pour revenir sur la FDA, parce que le terme est un peu technique, donc le 10 juin, on saura si une autorisation de mise sur le marché. Oui, et si, comme on l'espère tous, c'est positif, le 11 juin, Ipsen pourra vendre. D'accord. Donc là, il n'y a pas encore de délai supplémentaire, ça peut aller très vite. Absolument. Bon, on le sait, Pascal, d'un côté, il y a cette confiance d'Ipsen qui semble forte dans le potentiel d'Elafibra Nord. De l'autre, course très serrée avec une autre biotech dont vous devez avoir entendu un petit peu parler, qui s'appelle CymaBay. Alors, si je devais résumer un petit peu le match au moment où on en est, d'un côté, il y a l'efficacité qui semble pencher un petit peu en faveur de Genfit. De l'autre, on a cet effet secondaire, le prurite, les démangeaisons, pour le dire tout simplement dans la PBC, qui est plutôt du côté de CymaBay. Question, qu'est-ce qui va vous départager, ou d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas finalement de la place pour les deux? Comment vous vous placez par rapport à cette concurrence vis-à-vis de CymaBay? Je dirais la première chose, c'est qu'évidemment qu'il y a de la place pour les deux. C'est un marché qui va faire à peu près 1,5 milliard. Donc, un marché d'1,5 milliard, il y a de la place pour deux produits. Pour les patients aussi, c'est toujours bon d'avoir des options, des alternatives thérapeutiques. Donc là, vous avez deux produits qui semblent efficaces, bien tolérés et a priori supérieurs aux produits aujourd'hui sur le marché qui ne donnent pas complètement satisfaction. Donc, bonne nouvelle de tous les côtés. Je dirais que cette espèce de jeu de la comparaison, il est parfois un peu drivé par nos amis analystes américains. Et franchement, de temps en temps, leurs analyses répondent à des logiques d'écosystème américain un peu biaisées. C'est assez facile de le vérifier. Il suffit de reprendre les notes historiquement. Après la phase 2 de Genfit, quand il s'est avéré clair que Elafibra Nord était un acteur potentiellement important de la PBC, toutes les notes des Américains disaient ce qui est important, c'est d'être le premier au marché. First mover advantage. À l'époque, CymaBay était en avance. Depuis, on est repassé devant. Ah là, il n'y a plus de first mover advantage, c'est plus dans aucune note. Et vous voyez cette même pattern de manière assez régulière. Regardez par exemple sur l'efficacité sur le critère principal. Quand on sort la phase 3, tous les analystes américains disent « Ah, c'est décevant. C'est décevant sur ce critère principal. Seulement en corrigé placebo, on est à 47%. C'est pas assez. » Ce fameux effet secondaire aussi. Voilà, ça va être mieux, avec CymaBay. Et puis finalement, les résultats de CymaBay sortent. C'est moins bien, mais là, ils trouvent ça super d'un seul coup. Donc, on voit bien qu'il y a ce biais. La réalité des choses, c'est que vous avez deux produits assez proches. Et même sur ce critère prurite, je pense que nos amis d'Ipsen ont montré à la SLD un certain nombre d'analyses faites sur d'autres outils de mesure du prurite. Il y a le NRS, mais ce n'est pas le seul. Il y a le PBC-40, le PBC-5-itch. Et sur ces critères, il y a une amélioration significative du prurite avec Elafibra Nord. Donc, même sur le prurite, je dirais l'image est un peu plus nuancée que ce qu'on peut dire. Et je crois que c'est les médecins qui auront le dernier mot. Moi, ce que j'ai entendu à la SLD, c'est de dire deux belles options thérapeutiques pour les patients, très proches au niveau clinique. Et ce qui fera la différence, c'est le non clinique, à savoir les capacités commerciales. Et là, on continue de penser qu'avec Ipsen, on a un avantage. Justement, ce first advantage mover, si c'est ça, il est de combien maintenant sur CymaBay à peu près? Alors, on ne sait pas, et c'est parfois un peu ce que je dis à ceux qui me parlent des commentaires des analystes américains. Il y a ce monde où on parle de différences ici ou là, et puis après il y a le monde réel, et dans le monde réel, moi ce que je constate, c'est que les résultats d'Elafibra Nord, ils sont déjà publiés, et ils sont publiés dans le New England Journal of Medicine, qu'il y a une approbation du filing en Europe, aux États-Unis, il y a cette priority review, et pour l'instant,
On attend du côté Simabay, donc on n'en sait rien, mais ce qu'on voit, c'est que les avancées pour l'instant sont du côté d'Ipsen et de la Fibra-Nord. Bon, c'est First Mover Advantage, pas First Advantage Mover, j'ai rectifié. Comme nous ne sommes pas d'ailleurs à un paradoxe près, je lis ça et là qu'au vu du potentiel important de ce marché, de cette indication, l'accord avec Ipsen, il serait peut-être pas si bon pour GenFit, vous n'aurez que des royalties, vous l'avez dit, au lieu de conserver 100% des ventes. Est-ce que vous aussi, là, vous êtes peut-être tenté de réécrire l'histoire ? Non, pas du tout. Et Laurent, je pense qu'ici, il y a une confusion. Il y a une confusion entre, d'une part, le chiffre d'affaires et les ventes, et d'autre part, le profit ou la marge. Et en fait, c'est très beau de garder 100% des ventes. La question, c'est avec ces 100% de ventes, combien vous allez dégager de profit. Ce qui nous reste à la fin. Exactement. Et l'autre chose dont je me rends compte parfois en lisant ces commentaires, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui comprend combien ça coûte de lancer un produit pharmaceutique globalement. Bon, moi, il se trouve que j'ai une idée parce que j'ai fait ça pendant 20 ans avant d'aller dans la biotech. Et c'est très cher. Vous devez engager des représentants, donc des visiteurs médicaux. Force commerciale. Hein. Une force commerciale. Et au niveau global, c'est des centaines de personnes. Vous devez les équiper, ça veut dire service marketing, ça veut dire service réglementaire. Il y a le prix, le remboursement. Tout ça, c'est des équipes, c'est des gens, c'est des compétences. Et ça coûte des centaines de millions. Pour avoir une idée, vous n'avez qu'à regarder Intercept. Intercept, c'est un proxy assez similaire, puisque finalement, quand ils ont lancé l'Ocaliva, c'est une biotech américaine, un seul produit, dans la PBC, et ils lancent au niveau global. Ils avaient quand même un avantage par rapport à aujourd'hui, c'est qu'ils étaient seuls sur ce marché. Voilà. En 2016, ils lancent, ils font à peu près 20 millions de ventes. L'année d'après, ils dépassent les 100 millions, et ils sont montés jusqu'à 400 millions, donc c'est pas mal. Quand est-ce qu'ils ont gagné de l'argent ? La réponse, c'est jamais. D'accord. Et ça, c'est des informations publiques. Informations intéressantes. Ils n'ont jamais gagné d'argent. Et même, on pourrait se dire, bon, peut-être la R&D, ils ont financé d'autres projets. Vous pouvez retrancher tous les coûts de R&D, ça reste négatif. Donc, ils n'ont jamais gagné d'argent. Pourquoi ? Parce que les coûts de structure dépassaient les profits générés, même en ayant 100% des ventes. Et donc, si Intercept n'a pas été capable de dégager un seul dollar de bénéfice alors qu'ils étaient seuls sur ce marché, on voit que ce n'est pas si facile. Nous, avec la Fibra-Nord, dès l'an prochain, on dégagera une profitabilité nette des profits de 90 millions, à quoi il faudra rajouter les royalties. Donc certes, on n'a pas 100% des ventes, mais en général, quand on a 100% des ventes, on a 100% des coûts. Nous, on a 0% des coûts et on a quand même une part assez significative via les royalties et les milestones. Bon, explication très claire, très complète. Justement, il y a des milestones et des royalties. Vous devriez en percevoir un certain nombre dans les prochaines années. C'est important et ça semble sans commune mesure avec votre valorisation actuelle. De ce fait, une anomalie. Et j'imagine que comme moi, vous lisez les forums de Boursorama. Peut-être, on la voit cette question. Pourquoi finalement Ipsen, dans les années à venir, compte tenu de ce qu'ils vont devoir vous payer, n'aurait-il pas finalement intérêt à lancer une OPA sur GenFit ? Alors, je ne vais pas répondre à la question de l'OPA, parce que ce n'est pas à moi de vous dire. C'est vrai, c'est à Ipsen qu'il faut poser cette question. La seule chose que je voudrais dire, c'est que parfois, sous-jacent dans cette idée, il y a la comparaison entre ce qu'on va recevoir en termes de royalties et de milestones, ce qui est effectivement extrêmement important, et notre valorisation actuelle. On va en reparler. Ce qu'il faut bien voir, c'est que notre valorisation actuelle, elle est fictive. Ça ne veut rien dire, c'est évidemment pas la valeur de GenFit. Et donc, si quelqu'un, Ipsen ou un autre, voulait acheter GenFit, c'est bien évidemment possible, mais pas à ce prix-là. Ce serait significativement plus cher. Bon. Significativement plus cher. On a beaucoup parlé de la PBC et c'est bien normal. Le prochain chantier, aujourd'hui pour GenFit, c'est l'ACLF, décompensation aiguë sur cirrhose en bon français. Vous avez organisé mardi dernier une journée investisseurs dédiée à cette pathologie justement. Quels sont finalement, pour les investisseurs qui n'avaient pas suivi, les messages à retenir de cette intervention ? Les messages, c'est que, comme on le sait tous, les maladies du foie deviennent un sujet de santé publique à l'échelle mondiale parce que c'est drivé par la malbouffe, un peu tout ce qui sous-tendait la croissance de la NASH, des maladies métaboliques. Donc toutes ces maladies du foie, auxquelles il faut ajouter les maladies hépatiques liées d'origine virale, celles d'origine alcoolique, toutes ces maladies finalement elles arrivent un peu au même stade, c'est-à-dire cette cirrhose, sur lequel, après un événement précipitant, peut arriver un ACLF. Donc on a un nombre important de cas dans le monde, c'est à peu près 100 000 cas aux États-Unis et un petit peu plus en Europe, tous les ans. Et
il y a 0 produit aujourd'hui dans cette indication. Indication qui est par ailleurs extrêmement grave, puisque vous avez à peu près 25% des patients ACLF1 qui meurent à 30 jours. Ça passe à 50% pour les ACLF2 et à 76% pour ACLF3. Donc une maladie extrêmement grave, aiguë, et aucun produit aujourd'hui. Et donc le besoin médical, il est énorme. Il est énorme, c'est un marché qui, il y a des chiffres assez conservateurs qui disent que c'est à peu près 4,5 milliards, c'est-à-dire 3 fois plus que la PBC. Et finalement, très peu de développement. Et donc nous, on a décidé de cibler cette indication et on a créé un portefeuille de produits où on a plus de 5 programmes. Je pense que personne au niveau mondial, enfin je pense pas, je suis sûr que personne au niveau mondial n'a quelque chose ne serait-ce que d'approchant dans cette pathologie et avec des produits qui ont tous des rationnels scientifiques forts pour s'attaquer à l'une ou l'autre des causes de cette maladie. Bon, 2 questions en une. Déjà, comment vous allez communiquer dans les mois à venir sur cette indication, sur vos progrès? Et puis 2, tiens, vous avez un partenaire à PBC, il s'appelle Ipsen. Pourquoi pas un partenaire également dans la CLF qui serait aussi Ipsen? Tiens, pourquoi pas? Oui, absolument. Alors, la première chose par rapport à la communication, l'avantage de ces pathologies en aigu, c'est qu'on peut aller beaucoup plus vite que dans les pathologies chroniques. Parce que petites études, parce que plus petites études, et puis parce que si vous voulez faire un traitement dans la nage, c'est 18 mois, dans une étude. Là, c'est 4 jours. Et donc, forcément, ça va plus vite. Et donc, ça nous permettra, dès l'année prochaine, sans doute vers le milieu de l'année à peu près, d'avoir des premiers résultats d'efficacité sur notre premier programme, donc VSO1, dans la CLF. Après, en ce qui concerne Ipsen, l'accord qu'on a avec eux précise bien que même s'il est au niveau d'Elafibranor, il y a possibilité, dès lors qu'on a un produit qui viendrait à être potentiellement commercialisé, pour qu'on s'assoie et qu'on voit si on continue à travailler ensemble. Et je dirais qu'on a à la fois un portefeuille de produits qui me semble s'insérer assez bien dans ce qu'ils ont décrit comme étant leur stratégie, notamment au niveau des maladies rares. Et nous, pour l'instant, on est ravis de ce qu'ils font sur Elafibranor. Donc, si ça continue comme ça, effectivement, c'est tout à fait possible qu'on continue à travailler ensemble dans le futur. Bon, on suivra les développements dans la CLF. Je ne vais pas parler cours de bourse pour finir, mais on a beaucoup parlé valorisation. Alors, j'avais envie de terminer là-dessus, effectivement. La valorisation de CymaBay aujourd'hui, hier, la clôture, c'était 2,3 milliards de dollars. C'est 170 millions d'euros pour GenFit. Vous l'avez dit sans le dire pendant cet entretien. Où se situe, selon vous, une valorisation qui serait plus raisonnable? CymaBay, je crois que pareil, ils ont un produit en portefeuille. Voilà. Où est-ce qu'elle se situe aujourd'hui, la valorisation raisonnable de GenFit? C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a dans les cours de bourse des choses qui ne sont pas toujours complètement rationnelles. Maintenant, si on raisonne de manière parfaitement rationnelle, vous avez 3 acteurs dans ce marché de la PBC. 3, il n'y en a pas 50, il y en a 3. 3 produits qui sont approuvés ou en passe de l'être sur ce marché de la seconde line PBC. Et en plus, sur ces 3 acteurs, il y en a 2 qui sont, on pourrait appeler des pure players, puisqu'ils n'ont ni autre produit, ni rien d'autre d'ailleurs dans leur pipeline. Donc, vous avez CymaBay, vous l'avez dit, qui fait 2,3, 2,4 milliards, et vous avez Intercept qui vient de se faire acheter pour 800 millions. Je pense qu'il y a débat sur quel est le produit, oui, et puis quel est le meilleur produit, je dirais, entre celui de CymaBay et celui d'Ipsen/GenFit, mais je pense que personne ne pense qu'il y a une différence énorme entre ces 2 produits. Et par contre, il n'y a pas de débat que ces 2 produits sont meilleurs que celui d'Intercept. Et en plus, on a ce pipeline dans la PBC, on a quand même 5 programmes différents, et les 2 autres n'ont rien. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, il suffit de se mettre sur leur site web, et puis on le voit. Donc, même en considérant que notre portefeuille ne vaut rien, on ne peut décemment pas valoir moins qu'Intercept. Et on est sans doute plus près de CymaBay que d'Intercept. Donc, quand est-ce qu'il y aura cette correction? Ce rattrapage? J'en sais rien. Mais sur les fondamentaux, il n'y a pas d'explication. Toutes les données du problème sont connues. Bon, voilà. En tout cas,
les choses suivent leur cours avec, on l'a vu, des autorisations attendues dans le courant de l'année 2024. Premier semestre aux États-Unis, second semestre en Europe, et j'espère que vous reviendrez en parler avec nous sur le plateau. Merci beaucoup Pascal. Absolument, merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour le dernier numéro de l'année.